Bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition du journal sur la chaîne des références Antenne A. Mais d'abord, prenons les principaux titres. 4 morts et 2 blessés graves, c'est les bilans macabres du déraillement du train survenu à Songololo dans les Congo central. Le ministre Okende Senga s'y est rendu et a décidé du transfert des survivants à Kinshasa pour des soins appropriés. Malgré la suspension de la grève, c'est lundi 1er novembre, la réalité sur le terrain attestait que les enseignants ne sont pas venus et les élèves ont été livrés à eux-mêmes dans de nombreuses écoles. 4 morts, c'est les bilans lourds de l'accident survenu, l'accident des trains survenu à Songololo dans la province du Congo central. Le ministre national de Voies, des Communications, Transports et du Désenclavement, Chéribin Okende, s'y est rendu sur place pour organiser les secours. L'ex-ONATRA, selon le membre du gouvernement, doit être doté d'un matériel de travail adéquat. Eric Izami pour les détails. Un train marchandises a déraillé dans la nuit de samedi 30 à dimanche 31 octobre dans le territoire de Songololo dans la province du Congo central. Le bilan est lourd, 4 morts. Le ministre des Transports, Voies de Communication et du Désenclavement a effectué le déplacement pour organiser les secours dans ces périmètres compris entre les villages Mweke et Kiazi. Sur place, la délégation a fait les constats de la gravité de ces sinistres. Accompagné du comité de direction de l'ex-ONATRA SCPT, les techniciens, ambulances et équipes de secours sur place, la vétusté, le manque d'entretien ont été décriés par le ministre des Transports, Chéribin Okende. C'est malheureux. Si ceci arrive, c'est parce que la voie ferrée n'est pas suffisamment entretenue et tout est devenu aujourd'hui vétuste. Il faudra donc que nous puissions nous investir très rapidement pour l'entretien, la réhabilitation de la voie ferrée et aussi le pourvoi en équipement approprié pour que la SCTP puisse rendre les services à la nation dans des conditions de sécurité requises. Face à cette situation, le membre du gouvernement, Chéribin Okende, a relevé l'urgence de doter l'ex-ONATRA de matériel qui puisse lui permettre de bien faire le travail dans des conditions acceptables. Aussi, une enquête a été ouverte dès le lundi 1er novembre 2021 pour élucider les causes de cet accident et le ministre réitère son engagement à militer pour que l'ex-ONATRA obtienne un outil adéquat en vue de faciliter le travail. Il a fait preuve d'un courage hors du commun, mais aussi une marque de charité digne d'être vantée. Lui, c'est Lionel Boussa, 15 ans d'âge seulement. Il a réussi à extraire les 3 accidentés du boulevard Tchachi. Il les a amenés à l'hôpital, tout ça en pleine nuit. Le film avec Eric Izami. Ce véhicule calciné avait à son bord 3 passagers. Après l'accident, 2 en sont sortis vivants contre un qui, à la suite de ses brûlures et blessures, a fini par rendre l'âme. Les 2 qui sont sortis vivants l'ont été grâce à Dieu qui a fait qu'à proximité, un jeune garçon avait entendu des bruits inhabituels du haut de sa chambre. Lionel Boussa a 15 ans. Il est vite sorti de leur parcelle et est venu à la rescousse de ces accidentés. Non seulement qu'il s'est activé avec les autres témoins pour les extraire du véhicule en feu, mais il est retourné chez eux à la maison pour cette fois-ci ramener les victimes à l'hôpital par leur propre voiture. Un acte d'humanité louable et digne d'un enfant responsable. J'étais dans ma chambre, de l'autre côté de la rue, là où s'est produit l'accident. Et j'avais vu une vidéo sur les réseaux, enfin sur Snapchat notamment, qui montrait qu'ils étaient ici. Et dès que j'ai entendu le bruit de l'accident, j'ai compris que c'était l'un de mes amis. Et je me suis précipité avec les policiers pour venir voir si c'était qui. C'était vraiment eux. J'ai pris vite mon véhicule dans les bruits.
les gens étaient en train de fuir, et puis il y avait déjà le feu. On a vite sauvé avec les sentinelles de la maison en face de là où il était. Et on l'a emmené à l'hôpital Galima. Il était en réa, mais il y avait plus de place là-bas. Il y avait déjà plus de sang, il était assuré avant qu'on est arrivé ici. Et on a dû chercher une ambulance vers 3 h du matin, l'urgence avec l'assistance oxygénique pour l'emmener à différents centres Diamant parce que c'est là-bas qu'il y avait la machine pour faire le scan pour voir ce qu'il avait, parce qu'on n'arrivait pas à comprendre. Ces photos et images que vous voyez montrent combien il est important de respecter, quelle qu'en soit l'heure, le prescrit du code de la route. Le courage de Lionel Boussa est à saluer pendant que la perte d'une des victimes est à déplorer car peut être évitable. Par la RDC, l'Afrique détient plusieurs solutions au crucial problème de réchauffement climatique. En tant que président de l'Union africaine, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prend part aux assises du sommet de G20 en Italie, où les pays les plus industrialisés décident de la relance de l'économie mondiale après le feuilleton Covid-19. Les conclusions du sommet de G20 en Italie avec la presse présidentielle. 2 jours de travaux, les dirigeants des puissantes économies du monde ont réaffirmé leur accord de principe de mener des actions en faveur des économies des pays les moins avancés. Si la réflexion sur les climats va se poursuivre à Glasgow, au plan économique et sanitaire, quelques avancées significatives ont été notées. La voix de l'Afrique, portée par son président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a trouvé un écho favorable. Bien, il s'est adressé plusieurs fois à ses pairs, aux leaders mondiaux. Les questions essentielles qu'il a abordées sont d'abord la préservation des faits, bien entendu, de l'environnement et la responsabilité particulière de l'Afrique et de la RDC par rapport à ces questions, mais également la nécessité d'avoir un regard particulier pour le continent africain, qui est celui qui est le plus en retard en matière de développement. Et donc, et cela s'est retrouvé dans toutes les décisions, dans toutes les résolutions prises. Eh bien, tous les leaders mondiaux ont convenu qu'il fallait accorder une attention ou un traitement particulier aux pays les plus en besoin d'appui de divers ordres. La voix de l'Afrique a été entendue et c'est une évidence parce que aujourd'hui, le développement durable dépend en grande partie de la manière dont l'Afrique va se développer, car l'Afrique est la partie du monde la plus dynamique sur le plan démographique et celle qui a le plus grand retard à rattraper en termes économiques. L'autre résultat concret du sommet de Rome aura été l'approbation de la réforme de la taxation internationale. Invitée au sommet, la présidente de l'Organisation mondiale du commerce a salué le plaidoyer fait par le président en exercice de l'Union africaine. Pour le G20, je pense que Monsieur le Président, il a vraiment prononcé des discours très calibrés, très importants pour l'Afrique. C'était très clair ce qu'on veut pour nous en ce qui concerne nos demandes vis-à-vis le G20. En ce qui concerne le climat, le changement de climat et l'environnement, on demande les 100 milliards de dollars qu'ils ont promis pour nous aider à faire la transition climatique. En ce qui concerne la pandémie, on demande l'accès au vaccin. C'est tout, parce que ce n'est pas possible de voir que 60% de pays développés, que 60% de la population sont vaccinés en comparaison avec 100% des Africains. Donc, c'est simple. Après Rome, les leaders mondiaux vont se retrouver dès ce lundi à Glasgow dans un format beaucoup plus large pour parler climat. Quittons le pays de la Squadra Azura pour retourner au pays des léopards, précisément la primature, où le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est engagé à accorder une attention particulière à la mise en œuvre de la résolution 1325 de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. James Katamboa et Sylvie Fortuné-Mboula. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge s'est engagé à appuyer la mise en œuvre du plan d'action de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité dans les actions de son gouvernement. Ces plans d'action est centré sur 4 axes prioritaires, dont la participation, la prévention, la résolution de conflits et le relèvement. Il l'a dit ce lundi 1er novembre 2021 au Fleuve Congo, hôtel de Kinshasa, à l'occasion de la table ronde organisée par le ministère du Genre, Famille et Enfants en collaboration avec les partenaires extérieurs sur la problématique de l'alignement du plan d'action national de 2e génération de la résolution 1325.
Cette table ronde est organisée dans le cadre du 21e anniversaire de la dite résolution en vue de dresser l'état des lieux de sa mise en œuvre en République démocratique du Congo. Pour le chef du gouvernement, cette résolution reste une des priorités de sa politique en ce qui concerne le rôle important que les femmes doivent jouer dans la prévention, le règlement de conflits, la consolidation de la paix ainsi que dans la reconstruction post-conflit. Toutefois, le chef du gouvernement a indiqué que les résultats obtenus sur le terrain des opérations dans le cadre de l'état des sièges sont encourageants. Car, soutient-il, beaucoup de groupes armés ont été démantelés et sont à ce jour essoufflés. Il a salué ainsi une victoire importante pour le peuple afin de consolider la cohésion interne et assurer le développement économique et social. L'Association des institutions de microfinance en République démocratique du Congo a organisé samedi à Fatima une conférence axée sur l'éducation financière et l'entrepreneuriat dans le but de célébrer avec faste la journée internationale de l'épargne. Jouzen Belebele. Épargner en RDC pour mon avenir, oui, c'est possible. Et c'est autour de ces thèmes que l'Association des institutions de microfinance (ANIMF) a célébré samedi 30 octobre à Fatima la journée internationale de l'épargne en organisant une conférence axée sur l'éducation financière et l'entrepreneuriat. À cet exercice pédagogique, toutes que voici adhèrent Rausur, Finca, Micropop, IFOD et Prosfin. Un entrepreneur doit être un bon leader. Il faudrait avoir un mental fort pour être en mesure de pallier à toutes ces difficultés et d'avancer, aussi apporter de l'innovation dans ce que l'on fait. À part ça, il y a aussi le côté épargne, parce que l'épargne prépare l'avenir de demain. Il y a le côté épargne qui a été mis en valeur afin de sensibiliser davantage les clients potentiels qui étaient ici ou carrément la population de manière générale à pouvoir cultiver cet esprit d'épargne et faire des sacrifices pour régulièrement épargner quelque chose en vue de pallier à des besoins futurs. Voilà. Emmanuel Bakatoupanga des Micropop a dit à l'assistance que épargner, c'est un sacrifice positif. Si tu veux avoir un avenir meilleur, commencez à épargner dès aujourd'hui. Ne regardez pas la modicité du montant que tu peux mettre de côté. Il faut commencer. Parce que dès que tu commences, c'est dans le temps que tu peux constituer de gros montants. Créer l'épargne, c'est l'épargne qui crée l'investissement. Et tu peux investir et devenir un grand homme dans la vie. L'entreprise Rausur a fait appel à la population congolaise de sécuriser leur vie. Ce que nous venons apporter aujourd'hui comme solution, c'est premièrement la sécurisation des crédits via notre produit crédit solde restant dû, mais également l'amélioration de l'épargne via notre gamme de produits Kimia Assurance Vie. Et ce sont deux produits, je dirais, qui s'inscrivent parfaitement dans le cadre de la journée internationale qui est célébrée aujourd'hui. Et c'est dans ce sens-là que Rausur Assurance a voulu y participer afin de marquer le coût de son engagement auprès des institutions de microfinance. Le représentant de la directrice générale de Finca RDC, Mami Kalonda, a de son côté sensibilisé les Quinois et Quinoises sur l'importance de l'épargne qui garantit l'avenir de tout un chacun avec possibilité de matérialiser des grands projets. Après, bien sûr, la suspension de la grève des enseignants, la reprise de cours, ou encore, je dirais, la reprise de cours n'a pas été effective dans certaines écoles de la capitale Kinshasa. Sylvie Fortuné Mboula et Torine Bongo se sont promenés à la Gombe. Dans un communiqué rendu public le 29 octobre 2021, le banc syndical des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique avait suspendu la grève après les travaux de la commission paritaire mixte gouvernement syndical EPST à Kisantou. Mais ce matin, du lundi 1er novembre 2021, le constat reste plutôt désagréable dans les écoles. Au lycée Sacré-Cœur situé à Gombe et au lycée Dr Chaumba, les élèves sont venus mais les enseignants ne sont pas là. Comme d'habitude, les élèves chôment. À la 4e semaine de la rentrée scolaire, cette grève qui s'est durcie commence à perturber la quiétude des parents qui s'en remettent une fois de plus aux autorités compétentes. Maintenant là, ils sont dans les pourparlers. C'est supposé que quand vous avez envoyé les délégués pour les pourparlers, c'est eux qui vont vous ramener les résolutions de ce pourparler. Pendant ce temps, vous faites quoi? Vous vous mettez au travail. C'est comme ça se passe. Et pourquoi nos enfants doivent être dehors à cette heure alors que nous étions contents ensemble avec les enfants? Maintenant, là, regardez leur visage. Les enfants sont tristes.
Les enfants sont tristes de n'avoir pas étudié. Et nous sommes en train de rentrer. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les enfants vont chômer cette année? C'est pas normal. Les élèves qui croyaient reprendre le cours ce lundi se disent déçus. On ne va rien dire, mais les autres sont en train de sortir parce qu'on n'étudie pas. Les enseignants disent qu'on ne les a pas encore payés. Après le travaux de Kisantou qui avait suscité beaucoup d'espoir, les parents ne savent plus à qui s'en remettre. Pendant ces temps, c'est l'embrouille total chez les syndicalistes de l'EPST. En tout cas, les décideurs sont appelés à trouver une solution immédiate pour le bonheur des enfants. Quittons Kinshasa pour le Congo central où l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA Kasangulu a organisé samedi 30 octobre 2021 la cérémonie de clôture de l'année académique et de la collation des grades académiques pour les finalistes de l'électricité, électronique et mécanique. Jenny Tamboué et Popol Ziakwao. Cette double cérémonie académique à l'Institut supérieur technique appliqué de Kasangulu au Congo central a connu la présence du représentant du ministre de l'ISU, les personnalités de la province du Congo central ainsi que du territoire de Kasangulu. Son directeur général, le professeur Daniel Mbouyou Masenga, a axé son propos sur 2 points, à savoir l'état et la vision de l'ISTA Kasangulu et ensuite un mot de félicitations aux heureux lauréats. L'ISTA Kasangulu, c'est une institution qui est appelée à grandir, qui est appelée à aller de l'avant. Et le comité de gestion, depuis que nous sommes là depuis l'année passée, bien que peu de temps, mais lorsque vous avez la volonté, vous avez la détermination, avec le maigre moyen, vous pouvez faire des grandes choses. C'est l'année qui va bientôt démarrer. L'ISTA va faire fonctionner le cycle de licence. C'est ainsi que je lance vraiment à cette occasion un appel pathétique, surtout aux anciens de l'ISTA Kasangulu, de pouvoir en profiter pour que vous ne soyez pas si vous voulez bien, court-circuiter, de profiter de cette occasion pendant que nous avons ouvert le cycle de licence, de venir vous inscrire massivement. À son tour, le secrétaire général académique a donné quelques perspectives pour l'année académique 2021-2022. Nous avons mis en marche le second cycle. Le second cycle fera ce que peut-être le nombre d'étudiants puisse augmenter et la présence de nouvelles filières au premier cycle. Le 3, les réseaux informatiques et les bâtiments travaux publics suivis de l'environnement. S'en est suivi la remise des diplômes aux lauréats pour les options électricité, électronique et mécanique générale par les représentants du ministre de l'ISU. Des Congo central, prenant la direction de la Chopo où la ville de Kisangani a vibré samedi au rythme de la collation de grades et des clôtures de l'année académique. À cette occasion, l'Institut supérieur de commerce IEC a lancé sur les marchés de l'emploi 117 graduats et 147 licenciés. Les détails avec notre correspondant sur place, Patrick Mangala. Cette double cérémonie de collation des grades et de la fermeture de l'année académique 2020-2021 a eu lieu dans l'hangar professeur Bolingola, conformément aux instructions en rigueur au sein des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. L'Institut supérieur de commerce de Kisangani IEC a respecté le calendrier académique de l'année qui s'achève. Selon les statistiques données par le secrétaire général académique, l'IEC Kisangani a régulièrement inscrit 31 171 étudiants, dont 2889 ont pris part à la première session. Pour cette année, le taux de réussite est de 34,24%. Le professeur Franck Boukoula revient ici sur la proclamation des résultats. Leur délibération avant et d'apprêter leur diplôme ou leur signature avant la proclamation des résultats. Sur 771 participants, 264 étudiants ont réussi en première session, dont 117 gradués et 147 licenciés. Le taux de réussite se situe à 34,24%. Parmi les 264 gradués, l'on dénombre 16 gradués en comptabilité, 6 gradués en marketing, 85 gradués en informatique de gestion, 10 gradués en
sciences et techniques de cette étape. En ce qui concerne les licenciés, la configuration se présente comme suit. 21 licenciés en comptabilité. Occasion pour le directeur général de cette institution, le professeur Jean-Faustin Bolingola, de présenter la politique générale de cet alma mater. Premièrement, l'environnement de l'IEC Samani s'est amélioré et assaini à 100%, comme c'était fixé le premier objectif. Celui-ci ayant trait à la visibilité de l'institution par les médias. C'est de signaler que cette cérémonie a connu la participation des autorités politiques et administratives, dont le représentant de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Autre chose, dans ce journal, la vie reprend son cours normal dans la région des Tchabi et Boga. Résultat des opérations militaires contre le rebelle ougandais Adef Nalou depuis la mise en place de l'état de siège par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Un vent nouveau souffle dans la région de Boga et Tchabi, en territoire du Roumou. Un climat de paix et de stabilité grâce aux opérations militaires menées depuis les premiers mois de l'état de siège pour traquer les terroristes ADEF et leurs alliés, jadis auteurs de l'insécurité. L'ère est désormais au retour à la vie normale, au développement et à la reconstruction des infrastructures de base dans l'hôpital général de Boga, réfectionné et équipé sur financement du gouvernement militaire de l'Ituri. De malades s'en réjouissent. Nous remercions le gouverneur pour cette assistance qui dit l'aide dans sa lourde mission de sécuriser la population. Nous les malades sommes contents des soins de qualité dans cet hôpital. Un habitant de Boga lance un appel à la population à regagner ses habitations. Mon souhait est de voir le gouvernement sécuriser davantage la région pour permettre la reprise des activités champêtres, que la population regagne leur maison, car la paix est déjà rétablie. Pour rappel, après la débâcle infligée aux ADF et leurs supplétifs dans la région de Boga et Tchabi par les forces armées, 35 éléments de ces groupes armés étrangers se sont rendus au FARDC avec 20 armes. Bonne nouvelle pour les usagers du tronçon routier Bounia-Magui sur la route numéro 27. Le travaux de réhabilitation de cet axe qui est d'une importance capitale économique ont débuté sous les applaudissements de la population locale. Ces travaux sont financés par le gouvernement provincial de l'Ituri. Suivez. Si la RN27 axe Bounia-Mahagi place maintenant à la réhabilitation de 109 km sur cette route d'intérêt économique, ces travaux de réhabilitation évoluent sans désemparer sur financement du gouvernement militaire de l'Ituri. L'ingénieur Séverin Bako explique à quoi consistent ces travaux. Notre travail consiste à ce que nous puissions traiter les grands bourbiers, remblayer donc les rechargements de la route, traiter les caniveaux, les saigner. Donc c'est une construction de la route à terre bâtie. Un ouf de soulagement pour les usagers, les habitants des entités environnantes. Une joie pour les chefs coutumiers qui sollicitent l'accompagnement de tout un chacun pour ces débits jusqu'à la fin de ces travaux. Nous étions en train de souffrir ici à cause du mauvais état de cette route. Nous nous réjouissons des travaux exécutés par Maïchani Amungu. Nous demandons à d'autres entités longeant cet axe routier de les accompagner dans la réalisation de ces travaux, comme je l'ai fait, car il y va de notre intérêt, d'autant plus que sans la route, il n'y a pas de développement. Signalons qu'en cette période d'état de siège, plusieurs sociétés sont à pied d'œuvre dans la réhabilitation des tronçons Bounia-Kassenyi, Bounia-Komanda, Komanda-Luna, mais aussi sur la voirie urbaine de Bounia. Preuve de la détermination et la volonté du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Choma-Johnny a apporté un changement intégral à Ituri. Actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badibabia et Patim Bouzi ont tendu leur micro à Adelin Makopolo, rédacteur en chef à la chaîne de télévision RTVS 1. Pour lui, l'actualité reste dominée entre autres par les préparatifs de la grande cérémonie des COP 26.
les négociations de Bwela Lodge entre le banc syndical et le gouvernement, nous sommes descendus sur terrain, notamment à Banzangungu, où nous avons constaté dans une école, notamment au lycée Kivuvu, que les cours n'avaient pas effectivement commencé. La sœur préfet était pratiquement seule avec les élèves et les enseignants arrivaient à compte-gouttes, ce qui pose un sérieux problème de l'issue des négociations de Bwela Lodge. Nous avons également évoqué la COP 26 avec la présence de la République démocratique du Congo qui s'affirme comme un pays solution au problème de réchauffement climatique de l'humanité, car la RDC, vous le savez, est le deuxième poumon de l'humanité après l'Amazonie. Mais nous voulons savoir, en tout cas dans nos différents reportages, pourquoi 5 ans, 6 ans même après la signature de l'accord de Paris, la COP 21, la RDC ne bénéficie pas toujours des milliards de dollars pour le rôle qu'elle joue dans la préservation de l'environnement, dans la préservation des forêts du bassin du Congo, et ceci au détriment même des populations qui continuent à demeurer pauvres. Complétons l'actualité de ce lundi 1er novembre avec bien sûr cette revue de presse, sélection et commentaires de Patrick Polydor Ngaziami. Plusieurs journaux parus ce lundi 1er novembre reviennent sur le sommet du G20 à Rome, en marge duquel les présidents congolais Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, et américain Joe Biden ont eu un face-à-face. Selon un bulletin de l'ambassade des États-Unis en RDC écrit l'Avenir, les deux leaders ont discuté de l'engagement commun des États-Unis et de l'Union africaine à faire progresser la sécurité sanitaire mondiale et à mettre fin à la pandémie de la Covid-19 partout dans le monde. Au cours des mêmes échanges, rapporte de son côté l'agence congolaise de presse, le président Biden a salué les efforts du président Tshisekedi pour promouvoir la transparence, lutter contre la corruption et respecter les droits humains dans la manière dont la RDC gère ses vastes ressources naturelles. En tout cas, c'est ce qu'a écrit l'ambassade des États-Unis en RDC, évoquant pour sa part la COP 26 qui se tient depuis ce lundi à Glasgow, en Suisse. Forum des As estime que c'est une chance pour tous les pays d'agir et d'éviter une catastrophe climatique. En effet, renseigne le quotidien, c'est un moment décisif pour s'assurer que le monde travaille ensemble pour faire face à la menace existentielle du changement climatique. Et dans cette synergie, la RDC paraît comme le pays solution avec sa forêt tropicale, la deuxième plus grande forêt vierge tropicale du monde. Mais la perte de ses forêts et de sa biodiversité aurait des conséquences dévastatrices pour sa population et celle de ses voisins africains. Au cours de cette conférence des partis, indique la tempête des tropiques, le président de la République s'étalera sur les énormes potentialités naturelles dont la RDC est dotée pour contenir les effets du réchauffement climatique à l'échelle mondiale. C'est ce que le quotidien qualifie d'atouts contre les réchauffements climatiques, des atouts que le monde entier est appelé à sauvegarder, notamment à travers un soutien financier. Le journal revient sur les échanges entre le président congolais Denis Sassou Nguesso et le cardinal Fridolin Ambongo. Si pour l'archevêque, sa mission a consisté à recueillir l'avis du président congolais par rapport aux questions sociopolitiques en RDC, ce qui pourra aider dans le sens de la recherche de vivre ensemble, pour le quotidien, il est allé accuser Félix Tshisekedi chez Sassou Nguesso. Quelques journaux se sont intéressés dans leur livraison de ce 1er novembre au rapport Tshisekedi-Katumbi. EcoNews, qui parle du point de non-retour, se demande si l'on verra encore les deux personnalités main dans la main au sein de l'Union sacrée pour la nation. L'entourage de Katumbi écarte cette option, la deuxième ligne rouge de ce dernier ayant été franchie, à savoir l'investiture de l'équipe de Nikadima. Investiture qui, jusque-là, n'a déclenché aucune réaction de la part du leader de Ensemble pour la République. En effet, écrit la référence plus, Moïse Katumbi a fait comme Jean-Pierre Bemba, qui a préféré ne pas s'opposer à l'investiture de Denis Kadima, estimant
que l'on pouvait renforcer le système en ayant une loi électorale mieux élaborée. Enfin, dossier gouverneur des provinces. 2 gouverneurs se pointent en vedette. Jacques Kiaboula du Haut-Katanga qui, selon le manager Grognon, plante les décors d'un soulèvement populaire en changeant le FC Lupopo en structure politique au bénéfice de ses intérêts électoralistes, et Fifi Masuka du Lualaba qui, comme l'affiche Congo Nouveau, serait trempé dans le pillage des minerais à travers la coopérative minière pour le bien-être des artisanaux du Katanga, Komibakat. Elle aurait accordé à cette coopérative une zone d'exploitation qui n'est pas la sienne et l'aurait fait passer illégalement de l'exploitation artisanale à l'exploitation industrielle. Selon Africa News, les statuts joints à l'arrêté d'agrément signé le 5 octobre 2013 par Martin Kabouloulou renseignent que Fifi Masuka Saini est la présidente de Komibakat, suivant l'extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 15 novembre 2015. Ce qui signifie pour les tri-hebdomadaires qu'elle roule l'État en se cachant derrière Komibakat. Du coup, s'exclame la prospérité qui se penche aussi sur le dossier. Document en fac-similé à l'appui, Fifi Masuka se voit éclaboussée. Bonsoir. Merci Patrick Polydongazami pour cette revue de presse, mais avant de nous quitter, prenons le rappel des titres. 4 morts et 2 blessés graves, c'est les bilans macabres du déraillement du train survenu à Songololo dans les Congo central. Le ministre Okende Senga s'y est rendu et a décidé du transfert des survivants à Kinshasa pour des soins appropriés. Malgré la suspension de la grève, c'est lundi 1er novembre, la réalité sur le terrain attestait que les enseignants ne sont pas venus et les élèves ont été livrés à eux-mêmes dans de nombreuses écoles. Fin de cette grande édition du journal sur la chaîne de référence Antenne A. Eric Izami, chef d'édition, Léonard Mouemeri, réalisateur et toute l'équipe technique me charge de dire merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis les territoires des Miabi. Là, nous sommes au Kasaï oriental. 7h30, Papi Katassi, 16h, Jenny Tamboué. Je vous retrouve à 19h pour la grande édition. Kende.